Je suis très contente de pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Dans le fond, les MRF, c'est vraiment un sujet là, qui apporte énormément de questionnements sur le terrain à propos de vraiment différentes choses. Donc, je vais essayer d'éclaircir ça avec vous aujourd'hui. Moi, pour ma part, j'ai une grande expérience, là, beaucoup au niveau des biosolides papetiers et des biosolides municipaux. Donc, je vais tenter d'être un petit peu plus là, dans cet axe-là quand que je vais parler là, durant ma conférence. Mais juste pour vous dire, c'est quand même pas si pire là, si je parle un petit peu plus des biosolides papetiers et des biosolides municipaux. Si on se fait aux statistiques 2015, c'était à peu près 3/4 des MRF qui étaient valorisés en milieu agricole. C'était ces deux types de matières-là. Donc, si je poursuis, l'axe que je vais prendre pour vous présenter un peu le contenu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu au niveau de la fertilité des sols, les trois axes de la fertilité des sols. Donc, physique, biologique et chimique. On sait que la fertilité des sols est vraiment intimement liée là, à la santé des sols. Donc, c'est pour ça que je prends cet axe-là. Donc, la façon que je vais vous présenter ça, c'est vraiment d'aller dans ces trois axes-là. Et puis, je vais terminer en vous parlant de quelques études qui ont lieu au Québec en lien avec les MRF. Donc, je vais commencer par le plus gros morceau, l'aspect chimique au niveau des biosolides. C'est ce qui cause vraiment le plus de questions. Fait que je vais essayer d'aller vraiment en profondeur pour vous faire un petit peu démêler tout ça puis mieux s'y retrouver. Donc, qu'est-ce que ça contient des MRF? Les MRF, c'est comme les engrais de ferme. Ça contient des éléments majeurs, secondaires, mineurs, des oligo-éléments. La meilleure façon de différencier un peu tous ces types d'éléments-là au niveau de la matière, c'est au niveau des quantités qui sont nécessaires à la plante pour son bon fonctionnement. Donc, les éléments majeurs qui sont en vert ici, NPK, c'est qu'est-ce qu'on a le plus de besoin, donc en quantité régulière et en grande quantité. Et à l'opposé, dans le fond, on a les oligo-éléments qui sont en bleu pâle, qui, eux, sont nécessaires, mais en plus petite quantité, puis peut-être pas nécessairement aussi fréquents que les éléments majeurs. Je peux juste vous donner un petit exemple comme ça pour que ça soit plus concret. Prenons l'exemple de la luzerne. La luzerne, elle a besoin quand même passablement de bore. Le bore est un élément mineur aussi que j'ai identifié là, dans mon schéma. Le bore, lui, il va aider la luzerne dans la translocation de ses sucres puis de la production de phytohormones dans son système, mais également, le bore va interagir dans le sol au niveau des bactéries fixatrices d'azote puis également au niveau de les mycorhizes. Donc, le bore, on n'a pas besoin d'en apporter à tous les ans là, dans nos cultures. Puis quand on n'en apporte que quelques kilos, qui est complètement à l'inverse des éléments majeurs. Vous voyez également que j'ai inscrit dans le fond une catégorie contaminants stricts, ici qui sont complètement dans le bas. Ça, c'est des éléments qui sont non essentiels aux plantes. Euh, Ici, là, vous voyez qu'ils sont identifiés là, en turquoise plus foncé. Je peux vous parler un petit peu là, d'un des éléments. Là, je peux vous parler du cadmium. Le cadmium, lui, qui est identifié par CD, c'est un élément qui est naturellement présent dans les sols forestiers, entre autres. Et puis, dans le fond, plus qu'un arbre, ça y prend du temps à pousser, plus qu'il y a la possibilité d'accumuler du cadmium dans ses fibres, dans ses tissus. Donc, c'est possible que si vous avez une boue de papetière qui provient d'arbres qui ont poussé vraiment longtemps, ça se peut que vous ayez du cadmium dedans. Même si on n'a pas trouvé de besoin de la plante en lien avec le cadmium ou un élément qui sert dans son fonctionnement, il est là naturellement. Fait qu'on n'a pas le choix, il est là. Donc, si on poursuit, euh, là, vous ne m'avez pas entendu parler de métaux lourds encore. J'ai parlé d'oligo-éléments, j'ai parlé de contaminants stricts, mais pas de métaux lourds. Il y a quand même beaucoup de termes qui sont utilisés là, au niveau des MRF, puis des fois, c'est quels les bons qui sont utilisés. Tu sais, on a contaminants, métaux lourds, on a des ETI, ETM. C'est quoi qu'on dit là? C'est quoi qui est bon à utiliser? Fait que je vais essayer de vous démêler tout ça. Et si on commence par le terme contaminant. Contaminant, là, ça, c'est quand on parle d'un élément qui est en présence excessive dans le milieu, puis qui pourrait éventuellement créer de la pollution. On va prendre par exemple que, des éléments qui peuvent être un contaminant, ça peut être des éléments de traces inorganiques, ça peut être des composés de traces organiques, ça peut être des éléments comme le phosphore puis l'azote, même si c'est des éléments qui sont essentiels aux plantes puis en grande quantité, ils peuvent devenir des contaminants. On a juste à penser, entre autres, aux algues bleues qui sont associées directement là, au phosphore.
Donc, le terme contaminant, c'est vraiment le terme le plus large qu'on ne peut pas avoir de quelque chose qui peut venir perturber, dans le fond, notre environnement. Là, métaux lourds. Métaux lourds, c'est quoi? Métaux lourds, là, c'est vraiment un terme qui est utilisé dans le langage familier. Au niveau scientifique, là, ils ne sont pas d'accord à l'utilisation de ce terme-là. Donc, je vais juste essayer de vous le présenter là, davantage. C'est que la définition actuelle d'un métaux lourd, c'est un élément avec une masse atomique qui est élevée, qui va être persistant dans l'environnement, puis qui a une certaine facilité à s'accumuler auprès des organismes et son milieu. Il est non essentiel et à faible dose, il peut devenir toxique là, pour les organismes. Pourquoi que la communauté scientifique ne sont pas d'accord? C'est qu'il y a des éléments qui répondent à la définition, mais qui en fait sont des oligo-éléments qui sont utiles pour les organismes. On parle entre autres du cuivre, du cobalt, du zinc et du molybdène. Comme par exemple, le molybdène, lui, il va servir dans le processus de fixation de l'azote des légumineuses. Donc, les scientifiques ne sont pas d'accord. Donc, si vous commencez à travailler un peu, à chercher des trucs sur Internet en lien avec ça, bien, utilisez davantage les termes ETM, ETI pour éléments traces inorganiques et éléments traces métalliques. Les scientifiques utilisent plus ces termes-là, donc vous allez mieux diriger vos recherches. Donc, ces différents éléments-là que je vous ai parlé précédemment, ils vont être apportés dans le milieu par différentes manières. Donc, ça peut être par les engrais organiques, ça peut être par des engrais minéraux, ça peut être par l'eau, par l'air. Donc, il peut y avoir des apports qui viennent complètement de façon naturelle, mais on a également là, des choses qui proviennent de l'humain en tant que tel. On appelle ça aussi anthropique. Mais là, on regarde tout ça, puis c'est quand est-ce qu'on parle de bioaccumulation, d'accumulation, de contamination, de pollution. C'est un peu complexe, un peu tout ça, donc on va essayer de démêler ça. Donc, première des choses qu'il y a à savoir, c'est que nos sols, ils ont une teneur de fond, qui est vraiment dans le haut de ma pyramide. Vous voyez, il est en vert. Notre teneur de fond, c'est vraiment l'état naturel de nos sols. Il y a des sols qui sont un peu plus riches, un peu plus pauvres en certains éléments, mais c'est tout à fait naturel. Ça dépend vraiment de la formation de nos sols. Donc, ça varie un petit peu. Et puis, de façon normale, nous, on va faire des ajouts d'éléments dans nos sols. On va ajouter de la fertilisation, on va faire notre milieu va apporter de la pluie, ça va apporter certains éléments. Donc, on va stocker des éléments dans notre sol. Donc là, on va faire de l'accumulation dans nos sols. Mais là, quand on augmente notre concentration, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va commencer par la suite, quand mettons, on commence à en avoir trop. Mettons, on a trop d'un certain élément dans notre sol, et puis là, on commence à avoir des concentrations inhabituelles, mais que ça ne perturbe pas notre milieu encore. Bien là, on va parler de contamination du milieu. Puis là, si on pousse encore plus, puis que là, bien, on a des concentrations inhabituelles dans le milieu, c'est apporté de façon naturelle, mais ça pourrait être aussi apporté de façon là, anthropique par l'humain ou des activités humaines. Bien là, puis qui commence à avoir une perturbation du milieu, là, on parle de pollution. Donc, nous, ce qu'on vise en agriculture, c'est vraiment de rester dans le haut de la pyramide, de travailler vraiment au niveau de l'accumulation de nos matières pour améliorer notre fertilisation au niveau de nos sols. Là, je ne vous ai pas parlé de bioaccumulation encore. Fait qu'est-ce que c'est ça en réalité, la bioaccumulation? La bioaccumulation, c'est dans le fond l'accumulation de métaux, d'ETI, à l'intérieur d'organismes vivants, mais par la consommation d'autres organismes qui peuvent contenir des métaux, excusez-moi. Donc, l'illustration, là, vous présente quand même l'effet de chaîne que ça a, la bioaccumulation. Donc, dans le sol, on peut retrouver de la matière organique, des ETI, différents éléments qu'on a, nos micro-organismes du sol et notre faune, notre flore, ici représentés par un petit ver de terre et des insectes, qui vont manger, dans le fond, de la matière organique, puis des éléments qui sont contenus dans le sol. Les oiseaux peuvent manger ces organismes-là pour par la suite être mangés par un renard. Bien, le renard, lui, il a pas mal plus faim, il en mange beaucoup. Donc, il peut accumuler, dans le fond, des métaux à partir des organismes qu'il a mangés. Donc, c'est vraiment un effet de chaîne. Une des meilleurs exemples qu'on a qui peut être présenté, qui est quand même facile d'accès, c'est l'effet du mercure par la consommation de poissons de pêche sportive au Québec. Donc, il y a un guide de consommation des poissons qui existe. Puis ça tient compte des teneurs de fond des lacs et puis des types de poissons qu'on pêche. Donc,
poissons sont plus prédateurs, ils ont plus de risques, dans le fond, de faire de la bioaccumulation que des poissons qui ne sont pas prédateurs. Et puis, plus que le poisson est vieux, plus il y a possibilité d'avoir accumulé certains métaux dans son système. Donc, c'est vraiment basé sur le concept de la bioaccumulation que ça a été monté, cette charte-là. Mais il y a aussi la possibilité, dans le fond, de faire de la bioaccumulation en mangeant des aliments. Donc, ici, on a représenté ça par un épi de maïs qui est tombé au sol, et puis les animaux peuvent en manger. Un des exemples qu'on a courant ici, qui est surprenant aussi, c'est l'exemple du riz. Le riz peut contenir de l'arsenic. Ça fait un peu peur, mais quand même, ça existe. Le riz a tendance à accumuler, dans le fond, de l'arsenic. C'est un peu un contexte là, de cette culture-là, c'est que le riz pousse dans de l'eau, l'arsenic devient plus facilement disponible quand il est dans une situation comme ça dans l'eau. Donc, le riz a tendance à accumuler davantage l'arsenic. C'est aussi un petit peu tributaire du fait que il y en a-tu beaucoup dans mes sols ou il n'y en a pas beaucoup? Donc, ça fait aussi partie là, du contexte là, environnemental où pousse le riz. Et puis, ce qui s'est passé, ça fait quand même plusieurs années de ça, c'est bien avant que Santé Canada mette une norme de quantité d'arsenic à nouveau du riz. Il y a une femme qui a décidé qu'il faisait un régime 100% riz. Bon. Puis, une année, durant son processus de régime, elle a commencé à avoir des symptômes d'éruption cutanée et puis même de changement de pigmentation de la peau. Là, ils ont fait comme waouh, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, c'était littéralement des symptômes de toxicité à l'arsenic qu'elle développait. Puis le riz de quel elle s'alimentait était quand même là, assez fort en arsenic. Par contre, si elle aurait eu une alimentation plus diversifiée, ça n'aurait pas causé aucune problématique là, pour la santé humaine. Donc, cet exemple-là, en plus, ça présente un peu aussi le concept de toxicité. Fait que quand on dépasse les niveaux acceptables et possibles, ben, on tombe dans de la toxicité. Si on poursuit un peu, ben, où est-ce que ça s'en va, ça, les ETI dans mon sol? Il y en a où? Où est-ce que ça se ramasse? Bien, on a quand même différents processus dans nos sols qui permettent d'équilibrer notre milieu, soit par des apports, soit par des pertes littéralement ou par de la consommation, dans le fond, de ces éléments traces inorganiques-là. Donc, premièrement, notre milieu va recevoir différents apports d'ETI, soit par l'eau, par les matières qui vont être apportées, par l'air même. Puis, on a certains processus qui vont la transformer. Entre autres, on va parler là, de la bioaccumulation au niveau des micro-organismes. Les micro-organismes vont la transformer et puis même, bien, les plantes, dans le fond, vont en absorber. Donc, ça, c'est vraiment des façons que ça va être réparti dans le sol. Donc, à partir de notre teneur de fond, on va l'ajouter, on va l'accumuler, on va pouvoir la rendre disponible aux plantes et puis on peut avoir même des pertes qui vont être, même si on n'en désire pas, on va quand même avoir peut-être du lessivage et puis du ruissellement là, qui peut causer des pertes. Donc, comme je disais, si on en accumule, c'est sûr qu'on va peut-être changer un petit peu notre teneur de fond de nos sols. Mais ça peut avoir des bénéfices quand même très intéressants de changer nos teneurs de fond puis d'améliorer nos sols avec différents éléments. Si je peux prendre l'exemple du sélénium, les sols de l'Est canadien sont d'ordre général assez faibles et pauvres en sélénium. Les producteurs laitiers, ils ont tendance, plusieurs, s'ils en ont le besoin, à supplémenter en sélénium leur alimentation. Pourquoi? Les vaches laitières, ils ont besoin, dans le fond, de sélénium au niveau de leur système immunitaire et leur système reproductif. Donc, en ajoutant du sélénium, ça contrecarre ces effets négatifs-là. Mais si on apporte dans notre fertilisation du sélénium, nos plantes, dans le fond, vont pouvoir en bénéficier à long terme, vont pouvoir en capter. Et puis, à long terme, ça bonifie un peu là, votre teneur de fond. Puis, éventuellement, vous pourriez diminuer, dans le fond, vos apports là, dans votre alimentation parce que vos plantes vont l'apporter maintenant. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, ça vaut la peine d'en apporter. Mais comment on fait pour gérer tout ça puis avoir un milieu à l'équilibre? Bien, au Québec, on a des normes qui sont en place. Là, on a le guide de recyclage des matières résiduelles fertilisantes, le guide de 2015 MRF. C'est sûr que je vais vous demander, si vous voulez plus de détails, d'aller jeter un œil à ce document-là. C'est vraiment la référence.
Mais ce guide-là, c'est quand même intéressant de s'y référer. Donc, on a différentes quand même catégories là, de matières au niveau des contaminants. Si on prend le tableau de gauche qui est entouré en bleu, on a deux catégories. Donc, la première qui est C1. C1, c'est la catégorie là, la moins contraignante pour l'application des matières. Donc, il n'y a pas de limitation. Puis, on peut en faire un petit parallèle avec d'autres fumiers. Donc, il y a déjà eu des études qui ont été faites par le passé pour caractériser les fumiers. Donc, c'est des études qui étaient faites en Europe. Là, donc, c'est quand même intéressant là, parce que, bon, une vache laitière, ça mange pas mal la même affaire, peu importe où. Donc, des fumiers de bovins laitiers étaient classés C1 selon nos grilles à nous. Ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'on est classé C1 quand que nos contenus sont plus bas que les chiffres qui sont là présentement dans le tableau. La norme C2, ça, c'est une norme de teneur maximale. Donc, on a le droit de faire des applications de ces types de produits-là, sauf qu'on est limité au niveau des quantités maximales qu'on peut mettre et sur une durée de temps. Ça, dans le but de ne pas trop accumuler dans les sols certains éléments. On peut en faire un comparatif. Là, je me ferai faire toujours la même étude européenne que je vous ai parlé là, il y a quelques secondes. Le lisier de porc, en quelques cas, peut devenir C2. Et C2 pour une question de cuivre et de zinc. Ça dépend de l'alimentation des animaux puis du stade là, de croissance là, au niveau des porcs. Et puis, c'est ça, ils peuvent être classés C2, mais pas tous les lisiers de porc. Donc, c'est un peu ça. Donc, si je poursuis, au Québec, on a également un C2 alternatif. Le C2 alternatif, il est plus basé sur un aspect agronomique. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans le fond, de certains produits, on était limité au niveau des applications, mais à cause du pouvoir neutralisant de ces plantes-là ou à cause du phosphore. Donc, ils ont fait des ratios à respecter afin qu'on puisse quand même respecter les applications, mais en respectant aussi l'aspect agronomique là, des matières. Au-delà de ces catégories-là, on va être hors catégorie. Il y a d'autres façons de le valoriser, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Au niveau des MRF, ce qui est important, c'est qu'ils sont quand même obligés de respecter tout ce qui est les normes de fertilisation, les grilles de fertilisation des cultures, puis la réglementation en place. Mais là, c'est bien beau avoir nos règles à nous, nos normes, mais qu'est-ce qu'il y en est de nos voisins? Qu'est-ce qu'eux autres ils font? Je suis tombée sur une vieille étude. Oui, elle est quand même vieille, mais je l'ai trouvée vraiment intéressante à vous présenter. Là. Ici, ce qu'on peut voir dans l'encadré rouge, c'est les normes du Québec qui sont référées là. C'est une étude de 2016, donc c'était les normes qu'on avait là, en 2004. Comme vous voyez, j'ai mis des petits chiffres à côté en rouge. Ça, c'est la mise à jour avec les normes là, 2015. Donc, quand je vais faire des comparatifs, ça va être avec les nouvelles normes 2015. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va comparer, dans le fond, à l'Ontario et la Colombie-Britannique, mais également à nos voisins du Sud, les États-Unis, qui est représenté par USEPA, ici dans le tableau, et à l'État du Maine. Il y a différentes catégories. Si on veut faire des équivalents là, pour être capable de suivre, la catégorie C1, ça équivaut à la catégorie A et à EQ. Tandis que la catégorie C2, ça équivaut à B et la ceiling limit. Donc, je ne vais pas trop parler de la première colonne parce que c'est les normes qu'on poste là, au Québec. Donc, je trouvais ça plus intéressant de vous parler là, des autres comparaisons à l'extérieur. Puis, dans le fond, ça ressemble beaucoup au niveau du Québec. Donc, ce que je trouvais le plus intéressant de vous parler ici, c'était vraiment au niveau des teneurs maximales, le C2. Donc, ce qu'on voit ici en vert que je vous ai identifié, c'est où que nous, on est le plus contraignant, où qu'on met le moins de dosage, qu'est-ce qu'on accepte le moins dans le fond. Là. Puis en orange, c'est ceux qui sont plus permissifs au niveau des dépôts de certains métaux. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, on est quand même très, très, comment dire, on suit un principe de précaution au niveau de nos applications. Donc, on est quand même assez sécuritaire dans notre approche au niveau des applications d'MRF. Pour terminer un peu mon aspect chimique, ce que je veux vous parler, c'est bien beau d'avoir des normes au niveau des quantités qu'on va mettre là, de métaux et tout, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les plantes, ils ont des besoins. Ils ont des besoins en différents éléments fertilisants, en différents oligo-éléments, puis en différentes proportions pour bien se développer. Là, je vous rapporte dans le fond à la théorie du baril troué, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il est toujours pertinent d'apporter des matières avec une certaine variété d'oligo-éléments. Donc, le rendement d'une culture, il est limité
par celui des éléments fertilisants qui est le premier qui vient à manquer. Donc, dans ce cas-ci, s'il nous manque des oligo-éléments, on n'atteindra pas notre plein potentiel. Donc, comment en apporter? Bien, on a les MRF qui sont à notre portée. On a les engrais organiques. On a les amendements organiques. On a des engrais minéraux. Donc, oui, on est capable de maintenir un équilibre certain dans nos sols sans avoir certains métaux qui sont carencés. Puis en apportant ces matières-là, on peut en apporter à petite dose et entretenir nos sols. Si je poursuis, on a assez jasé du chimique, on va y aller plus dans les optiques là, physiques et biologiques au niveau de ces matières-là. C'est un incontournable pour parler de matière organique. Donc, les sols minéraux au Québec, ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait au moins un 4 à 5 de matière organique de contenu. Et puis, la matière organique, elle joue vraiment un rôle clé au niveau de nos sols puis de la santé de nos sols. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu là, certains petits concepts, là, on n'en parle jamais assez, c'est que la matière organique, elle va vraiment améliorer la résilience de nos sols aux conditions extrêmes. Donc, comment est-ce qu'elle peut faire ça, la matière organique? Bien, c'est quand elle améliore, dans le fond, les propriétés du sol. Elle va améliorer la stabilité, la structure et l'agrégation. Ici, je vous ai mis un petit schéma là, pour vous illustrer un peu tout ça. C'est que dans le fond, la matière organique, quand elle est digérée par nos micro-organismes, ça va créer une espèce de petite colle qui va faire en sorte que nos micro-agrégats vont se fusionner ensemble. Donc, nos particules d'argile, de sable, de l'ombre et la matière organique vont toutes se joindre ensemble. Fait que ça va vraiment créer nos micro-agrégats. Et puis, en plus, ça va avoir aussi, ça c'est vraiment au niveau plus micro, mais aussi, ça a la propriété de créer de la porosité dans nos sols, de créer une certaine rétention d'eau. On voit ici qu'il y a des petites, comment dire, capsules d'air ou d'eau qui vont être jointes entre nos microagrégats pour former nos macroagrégats. On a également nos radicelles qui vont se promener à travers tout ça pour tout maintenir en place. Donc, le fait d'apporter de la matière organique est super important pour maintenir une certaine qualité de nos sols. Donc, ça a plein de bons bénéfices. Et finalement, mais c'est sûr que ça va améliorer l'activité biologique du sol. En améliorant notre activité biologique, on va apporter plus de nutriments à nos plantes d'ordre général. Donc, ça, c'était juste un faible petit échantillon là, au niveau des bénéfices de la matière organique des sols. Je ne voulais pas aller trop loin. Mais comment que les matières comme les MRF, les engrais organiques peuvent nous aider à apporter, puis comment faire des choix là, en lien avec ça? Donc, pour améliorer la matière organique des sols, c'est sûr qu'on a plusieurs façons de faire. On a les rotations de culture, on a les engrais verts, on a les cultures pérennes, mais une des options les plus simples et plus faciles d'accès, c'est d'apporter de la matière organique à partir d'engrais organiques ou même d'MRF. Le schéma que je vous présente là, c'est un peu le schéma au niveau de la transformation de la matière organique dans le sol. Donc, il y a deux voies. Il y a la voie rapide, celle qui va nous apporter vraiment des éléments minéraux puis des éléments fertilisants rapides dans le sol. Et puis, on a l'autre voie, la voie lente, qui, elle, va être plus dans l'optique de nous apporter de l'humus stable, apporter de la matière organique stable, puis qui va se dégrader lentement, puis qui va nous amener doucement des éléments fertilisants dans le sol. Notre objectif derrière tout ça, nous, c'est de créer un certain équilibre entre les deux voies pour qu'on ait une certaine synchronicité puis des apports intéressants au niveau de notre matière organique et notre fertilité des sols. Comment savoir qu'une matière elle peut être intéressante pour apporter de l'humus stable ou non? Bien, il faut faire des choix de matière selon leur potentiel de production d'humus. C'est sûr que ce n'est pas juste la matière qui est importante là-dedans, que le sol a également là, son impact à jouer, mais je vais un petit peu plus juste m'orienter sur l'aspect matière. Donc, entre autres, il y a des facteurs comme les types d'intrants, les coefficients isohumiques, les compositions biochimiques des intrants ou même les valeurs là, amendantes fertilisantes, là, le rapport C/N qu'il faut considérer. Fait que je vais regarder ça un petit peu plus en détail avec vous. On va commencer par le coefficient isomique, là, aussi appelé K1 là, dans sa version abrégée. Donc, les coefficients isomiques, eux autres, ça dépend beaucoup au niveau de la composition biochimique des résidus et puis le rapport C/N. Donc, je vous ai séparé un peu là, en deux là, les engrais de ferme qui sont sur la ligne du haut en bleu foncé, puis les MRF dans la ligne du bas. Ce que je veux vous mettre peut-être plus en lumière ici, c'est qu'on voit que qu'est-ce qui est jeune, les engrais verts jeunes, peu de fibres, ils sont un petit peu moins élevés au niveau du coefficient isohumique. Le coefficient isohumique, c'est vraiment de 0 à 1.
1 étant celui qui a le moins de potentiel de créer de l'humus et 1 étant wow. Donc, les engrais verts très jeunes se situent un petit peu au même endroit que des purins et des lisiers. Sinon, si on monte un peu vers du fumier qui est du fumier frais, là, on va se retrouver plus au même niveau que des boumix papetières au niveau de l'apport d'humus, au niveau du coefficient. Puis, plus on va composter notre matière, plus qu'elle a un potentiel de développer plus d'humus stable dans le sol. Donc, un compost va plus ressembler à un fumier décomposé, un fumier composté. Si je poursuis ici avec la composition biochimique, ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Dans le fond, les matières, ils ont été ici, dans cette étude-là, ils ont été séparées en différentes compositions biochimiques en certaines fractions. Donc, on a des fractions qui sont minérales, on a des qui équivaut vraiment là, aux minéraux qu'on a, là, nos phosphores, nos oligoéléments, nos ETI. On a également là, la fraction un petit peu plus soluble, là, qui est plus associée à l'azote. Puis, on a l'aspect fibre aussi qui est apporté dans nos matières. Donc, la fibre a été décomposée en hémicellulose, cellulose, lignine. Fait que dans le graphique ici, on a également là, différentes catégories d'intrants agricoles qui sont présentées. On a les engrais organiques. Dans la catégorie engrais organiques, là, on va retrouver des fumiers, on va retrouver des boues municipales, on va retrouver des bouts de papetière. Dans la colonne là, amendement organique, là, on va retrouver davantage des composts, d'autres types de fumier. On va retrouver des biosolides papetiers, mais avec des césurènes plus élevées, peut-être plus en désancrage. Mais on peut aussi leur trouver le désancrage en produits riches en matières minérales. Puis finalement, bien, on a également les produits type végétaux, c'est les résidus de culture ou même des résidus de feuilles mortes, là, donc ils sont plus situés dans cette colonne-là. Et finalement, les produits qui sont riches en matières minérales, on parle de cendres, de certaines boues municipales et de certains biosolides là, qui contiennent plus de matières minérales. Donc, je vais vous ramener là, à vos notions un petit peu plus loin de biologie végétale et d'alimentation animale. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais les fibres qui sont plus difficiles à digérer, là, comme la cellulose et la lignine, ça prend un petit peu plus d'énergie, ça prend un petit peu plus comment dire, de temps à la digérer. Donc, ces fibres-là, ils ont un plus grand potentiel de créer de l'humus stable dans les matières, comparativement aux fractions solubles qui, elles, vont se minéraliser super rapidement et puis vont fournir de la fertilisation là, à notre sol. Donc ici, là, je vous ai identifié en vert les portions qui étaient solubles dans nos matières et puis en rouge, les fractions qui étaient minéralisables lentement. Donc, comme je disais, le cellulose et lignine. Ce qu'on remarque, là, je vais peut-être vous parler un petit peu plus là, des colonnes engrais organiques et amendements organiques. Ce qu'on remarque, c'est que l'engrais organique, ici, elle a beaucoup, beaucoup de la fraction soluble. Donc, la possibilité de fournir de la fertilisation super rapide. Mais tandis que l'aspect fraction minérale lente et plutôt mince, comparé à l'autre, son voisin, qui est plus faible en azote, plus faible en fourniture de fertilisation rapide, mais la quantité de fibres qui va être longue et lente à digérer est vraiment quand même très élevée. Donc, moi, ce que je veux vous dire, le message derrière ce tableau-là que je veux vous dire, c'est que c'est très important d'avoir un esprit critique et d'analyse par rapport aux matières qu'on apporte chez nous, mais par rapport à comment ils sont faites, d'où ça provient, c'est quoi nos intrants. Si je vous prends en parallèle le lisier de porc, bon, c'est un monogastrique. Il mange beaucoup de grains. Ses résidus sont moins forts en matière organique, plus humides. Donc, les quantités d'humus sont souvent moins grandes, très faibles au niveau du lisier de porc que si on y va avec un autre type de matière. Mais on peut faire des parallèles entre le lisier de porc et les boues municipales. Les boues municipales, bien, on est des humains, on est des monogastriques, on a une alimentation très diversifiée, mais je ne connais pas grand monde des humains qui mangent du foin. Donc, notre alimentation n'est pas forte en fibres. Donc, notre potentiel de création d'humus peut être semblable au niveau des boues municipales que des lisiers. Si on va prendre un petit peu un autre côté, on va y aller plus avec des fumiers de bovins sur rip.
le fumier de bovin laitier, eux autres, ben, leur alimentation, c'est quoi? Ils mangent la fibre, ils mangent du foin. Donc, ici, on voit que leur alimentation est très, très différente et il y a un potentiel d'avoir dans leur résidus, leur excrément, de la cellulose, de la lignine. Puis en plus, si on les met sur RIP, bien là, on a de la fibre de bois qui est là, qui va être ajoutée à notre engrais organique qui va être apporté à nos sols. Donc, on peut faire un parallèle avec les bouts de papetière. Les bouts de papetière, ça vient d'où? Bien, ça provient de fibre de bois. Donc, la fibre de bois, c'est quoi? C'est de la fibre qui est quand même très difficilement digestible. On parle de cellulose et de lignine qui sont contenus dans ces produits-là. Donc, les potentiels de création du muscle peuvent se ressembler à un fumier de bovin sur RIP. Donc, il faut vraiment avoir cet esprit-là un peu pour voir parce que ce n'est pas des chiffres parfaits, mais ça peut donner des indices sur le potentiel qu'on peut apporter chez nous dans nos terres. Présentement, c'est une méthode que je vous parle qui est en train d'être revue parce que c'est quelque chose qui ne prend pas en compte les types d'azote contenus dans les produits, mais ça reste que moi, je trouve que c'est une technique qui présente vraiment des excellents indicateurs pour le potentiel du muscle de nos sols. On va passer maintenant un petit peu là, ici au niveau de la valeur amendante et fertilisante. Là. En gros, c'est le rapport C/N. Donc, ici, excusez-moi, ce graphique-là, je trouve qu'il représente bien parce que les rapports C/N, c'est vraiment la quantité de carbone par rapport à l'azote contenu dans nos matières. Donc, en rappel, les valeurs très élevées au niveau du carbone azote, c'est qu'il y a plus de carbone, moins d'azote, puis quand c'est très faible, il y a moins de carbone, plus d'azote. Pour avoir des valeurs moyennes un peu, là, si on veut se situer dans notre tableau, on voit qu'en bleu, on est vraiment plus vers des lisiers de porc, des lisiers ou des purins, des choses comme ça. Si on se réfère aux données du CRAC, là, le lisier de porc, les C/N se situent autour de 3 à 5. Puis là, si on y va complètement au bout du spectre, en rouge, au niveau des composts et des bouts de papetière, mais les C/N sont plus autour de 25. Fait le potentiel de création du muscle est plus grand. Puis on le voit ici, il se rapproche là, davantage là, des valeurs d'amendement organique comparé là, au lisier de porc, que lui, sa vocation est vraiment plus vers de la fertilisation azotée. Puis, dans le milieu, ben, on a davantage des fumiers. On peut parler aussi des bouts d'épuration qui sont là, qui sont situés dans le milieu du tableau. Eux, ben, les susurènes, habituellement, au niveau des fumiers, se situent autour de 15. Mais bon, ça varie, là, on s'entend, mais c'est des chiffres moyens que je vous présente. Ici, ce qu'il faut aussi considérer, bien beau le rapport carbone-azote, mais il faut aussi considérer les types d'azote dans nos fumiers. Donc, on a de l'azote organique, de l'azote minéral, on a aussi de l'azote ammoniacal. Donc, on a vraiment des azotes qui vont être disponibles super rapidement, comme l'azote minéral et ammoniacal, tandis que l'azote organique, c'est plus une azote qui va être à libération lente, qui nécessite un processus de transformation dans notre sol pour devenir disponible. Donc, il faut aussi en tenir compte là, dans notre processus. Pour terminer, je vais vous finaliser ça un petit peu avec l'activité biologique du sol. Euh, Juste un rappel, dans le fond, il y a deux grands processus de dégradation de la matière organique. Donc, il y a la dégradation microbienne qui est associée à la matière organique fraîche, mais on a également l'humidification qui est associée à la création de l'humus et à la dégradation là, de la lignine. Donc, c'est quoi comment dire, le bénéfice à court terme d'apporter de la matière organique fraîche dans nos sols? Ben, c'est de stimuler nos micro-organismes du sol. Donc, en leur apportant, on leur crée plus de nourriture, on crée plus d'activités. Nos micro-organismes vont se multiplier, puis ils vont nous aider, ils vont faire plus de minéralisation. Donc, c'est vraiment un bénéfice tout à fait intéressant pour nous d'apporter de la matière organique fraîche à nos sols pour améliorer notre stimulation microbienne. Mais c'est-tu possible d'amener trop de matière puis de trop stimuler nos micro-organismes? Oui, c'est possible. Puis, l'effet que ça cause, c'est que ça va diminuer les stocks de matière organique dans nos sols. Là, oh, ça fait peur un peu tout ça, mais je veux vous rassurer parce qu'on a suffisamment de connaissances au niveau des agronomes du Québec pour être capable de contrecarrer ce phénomène-là. Juste pour vous donner des exemples de contexte là, que ça arrive, quand on utilise des matières qui sont trop élevées en C/N, bien, si on ne met pas de compensation d'azote, les micro-organismes vont aller prendre l'azote du sol, vont aller prendre, vont développer vont aller chercher de l'azote pour essayer de dégrader ces éléments-là. Donc, il y a une possibilité de diminution là, de la micro, excusez-moi, la matière organique dans le sol. Et une autre aussi contexte qui peut arriver, qui peut nuire, c'est quand on fait l'application de trop grosses particules dans nos sols.
Donc, vraiment, si on arrive avec des gros morceaux de bois, des grosses ripes trop grosses, là, ça va nécessiter vraiment plus d'énergie au niveau de nos micro-organismes pour dégrader ces éléments-là. Donc, ils vont avoir besoin d'aller chercher quelque chose, puis au final, ils ne seront pas capables de tout dégrader les particules et ça finira peut-être pas nécessairement en humus à 100 Donc, il faut faire attention aussi au niveau des grosseurs de particules qu'on apporte au champ parce que ça va nuire, dans le fond, à l'activité de nos micro-organismes. À long terme, c'est sûr que quand je parle d'à long terme, je parle de plus de 10 ans. Là. L'apport de matière organique est important de le faire à long terme. À long terme, ça va vraiment augmenter nos stocks de matière organique tant qu'on maintient nos choses à l'équilibre. Et puis, ça va vraiment avoir des propriétés pour améliorer la fertilité de nos sols de façon générale, pour apporter une certaine fertilité là, constante au niveau de nos sols. Puis, ça a des impacts vraiment positifs là, au niveau des propriétés du sol, au niveau de la rétention en eau, au niveau de la résistance au tassement. Donc, il ne faut vraiment pas mettre ça de côté, cette stratégie-là. Donc, les micro-organismes du sol, ils utilisent vraiment la matière organique comme source d'énergie. Puis, il y a une proportion qu'il faut qu'on leur apporte pour qu'ils continuent, dans le fond, à croître puis à maintenir nos sols. Puis, il faut penser aux engrais organiques. Il faut penser au MRF comme étant des matières qui peuvent nous aider à complémenter notre besoin puis à nourrir nos matières organiques. Donc, le message que je veux vous lancer ici, c'est qu'on n'apporte jamais assez de matière organique à nos sols. Il faut en apporter. Il s'agit de bien équilibrer par rapport aux quantités d'azote et aux besoins de nos plantes. Puis en même temps, de s'assurer un certain équilibre aussi global au niveau de nos éléments, oligo-éléments dans nos sols, puis au niveau de notre matière organique, puis notre azote. Donc, c'est super intéressant. Donc, on arrive un petit peu plus vers la fin là, de ma présentation. J'ai des petites études québécoises que je trouvais vraiment intéressantes à vous présenter, là, que je vous présente ici à l'instant. Je m'excuse d'emblée, j'ai gardé les titres en anglais, les titres originaux. Je me suis juste dit que pour vous, ça serait peut-être plus facile de les retrouver à l'avenir. Donc, ici, c'est une étude qui a été faite par Agriculture agroalimentaire Canada. Elle a été faite au Québec, en Mauricie. Donc, on peut dire que c'est dans notre contexte. Donc, c'est vraiment intéressant. Eux, dans le fond, ils ont pendant 9 ans suivi des parcelles qui étaient en rotation de culture en maïs grain, soya et haricots. Et puis, leur but, eux, c'était de faire des applications répétées des MRF et de voir s'il y avait un impact sur le rendement et sur les propriétés du sol. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait comme application? Dans le fond, il y avait des doses de bouts de papetière là, qui étaient classées C1, qui étaient de 0, 30, 60 et 90 tonnes à l'hectare. Et puis, en plus de ça, ils rajoutaient là, une dose de boue chauffante ou de chaux calcique là, à une hauteur de 3 tonnes à l'hectare. Et puis, ils comblaient les besoins en azote de la culture. Il est à noter que dans leur étude, ils ont vraiment respecté toute la réglementation videur et les normes de dépôt. Ils n'ont jamais dépassé ça. Donc, ils ont vraiment comme respecté ce qui existait. Et puis, leurs résultats, ben, après 3 ans, ils ont vu dans les sols une augmentation du carbone de façon générale, puis une augmentation de l'azote disponible dans le sol. Puis, en comparant les doses, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'à 30 tonnes à l'hectare, plus la fertilisation de base, ce qu'ils ont remarqué, c'était la pratique la plus durable. Donc, ça permettait vraiment de l'application, d'apporter le plus de carbone, puis pas d'avoir trop de pertes. Puis, ça, puis tu es capable de dire ça en disant qu'à 60 tonnes à l'hectare, il commençait à avoir une augmentation des nitrates dans le sol. Donc, ça, il y aurait pu avoir du lessivage au niveau des nitrates dans leur sol. Si je poursuis avec la prochaine étude, celle-là, c'est vraiment le fun parce que c'est la poursuite de la première étude. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont suivi les mêmes parcelles avec ces mêmes traitements-là, mais là, ils n'ont pas mis de bout de papetière à l'intérieur. Ils n'ont pas remis de MRF, mais là, ils ont fait le suivi au niveau de l'accumulation des métaux dans les plantes. Et puis, ils ont aussi validé là, au niveau des rendements. Fait qu'ils ont suivi le zinc, le cadmium et le molybdène aux années 3, 6 et 9, suivant le précédent essai. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'au niveau du maïs grain et du soya, il n'y avait pas d'accumulation significative de métaux dans ces plants-là. Le blé est une plante qui a un petit peu plus de possibilités de faire de l'accumulation. Ce qu'ils ont remarqué, par contre, c'est que dans la paille, il n'y avait pas d'accumulation significative, mais il y avait une faible accumulation au niveau des grains. Sauf que oui, il y avait une accumulation au niveau des grains, mais ils respectaient en tout temps les normes qu'on a qui existent. Là, comme j'ai parlé un petit peu précédent, il existe des normes de contenu de métaux dans les grains. Ça les respectait pour la santé humaine, il n'y avait aucun problème.
Ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est qu'il y avait une augmentation de disponibilité des métaux. Ils croient fermement que c'est dû au pH, étant donné qu'ils ont fait des apports là, de produits chaulants au niveau des matières. Donc, ils l'associent à ça. Et d'ordre général, ils ont observé là, une amélioration du rendement là, avec l'application de ces matières-là, qui croient être due à l'arrière-effet des matières dues à les apports de matières organiques. Si je poursuis, la petite dernière, celle-là, ça a été faite par l'Université Laval et l'IRDA. Encore une fois, ça a été fait au Québec. Donc, eux autres, c'est encore, ils voulaient voir les effets des ajouts de bouts de papetière fraîche comparés à composter sur la structure des sols. Donc, il y avait une rotation de culture, là, maïs en slage sur maïs en slage. Puis, ce qu'ils ont apporté, là, c'était à peu près 40 tonnes à l'hectare de bouts de papetière mix fraîche puis qui ont comparé à des bouts compostés. Ils ont ajouté là, à ces matières-là quand même là, de l'azote minéral là, pour combler les besoins des cultures. Et ils ont comparé ça là, à un témoin qui était 100 azote minéral. Ce qu'ils ont observé de leur côté, c'est que les macro-agrégats du sol étaient en augmentation d'ordre général. Et puis, les macro-agrégats totaux, 5 mm et 1,2 aussi, avaient augmenté dans les sols qui avaient reçu des bouts de papetière. Ils ont également observé là, une augmentation là, de l'activité biologique des sols. Et derrière tout ça, là, également, là, ils ont regardé le potentiel de production d'humus. Les bouts de papetière compostés avaient un meilleur potentiel que les fraîches. Donc, au final, ce qui donne comme conclusion, c'est que combiner des engrais organiques avec une fertilisation azotée avait des effets positifs sur les structures de sol et la stabilité des sols. Donc, au final, c'est un peu la fin là, de ma présentation. Ici, moi, ce que je vous mentionne, c'est que comment améliorer la propriété de vos sols avec des MRF ou des engrais organiques? Bien, il faut connaître les besoins de nos sols, il faut connaître nos entreprises pour savoir un peu c'est quoi leurs besoins. Puis, ayez quand même un esprit alerte face à la composition de vos intrants par rapport aux aspects chimiques, aux aspects biochimiques et comment est-ce qu'ils se dégradent dans vos sols afin de savoir comment bien les utiliser puis de saisir l'opportunité quand ils se présentent là, pour vos sols. Donc voilà. Patricia, je vais te laisser prendre la parole. Oui, je reviens, je reviens. Alors, merci pour la belle présentation, Sarah. C'était très clair. Alors, j'ai déjà quelques petites questions qui ont commencé à entrer. Alors, ben, je vais y aller tout de suite avec la première. Alors, Allons-y. la première, c'était: avez-vous des analyses de sol prises au fil des ans sur des champs qui reçoivent des MRF depuis plusieurs années pour voir l'évolution de la matière organique, des oligos, des contaminants? Ben, c'est un peu les deux, les trois présentations, les trois études que je vous ai présentées à la fin. Là. Je ne les ai pas en détail, là, mais je vous invite à aller voir ces trois études-là. Je pense que ça va vraiment vous aider. Là. C'est sûr qu'ils ont ciblé un peu plus certains éléments, là, mais vraiment, je vous invite à aller voir ces trois études-là. Là. Ils sont quand même très géniales là-dessus. Là. Ben, merci. En tout cas, de toute façon, même si vous n'avez pas été capable de prendre en note toutes les références, ben, sachez que quand ça va être sur la playlist YouTube, vous allez facilement pouvoir aller revoir ça et puis aller voir tout ce que Sarah a parlé tantôt. La prochaine question, quelqu'un demandait si on devait se préoccuper des contaminants comme les plastiques, les médicaments, les organochlorés, etc. Parce que je ne suis pas sûre de les avoir vus dans tes tableaux au début. Non, je n'ai pas été dans les contaminants émergents. Là. Je suis restée peut-être dans quelque chose qui est peut-être plus connu. S'inquiéter, oui et non. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement, il y a une étude qui est menée, là, en tout cas, qui est financée par le gouvernement, là, en collaboration entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Puis, ça met plusieurs universités ensemble. Donc, on a l'Université Laval, on a McGill, il y a des gens de Sherbrooke qui sont là, il y a également l'IRDA, puis eux, ils vont se pencher sur cette question-là. Donc, oui, c'est des choses qu'il faut s'inquiéter. Présentement, ce qu'on connaît, là, puis peut-être que s'il y en a qui sont vraiment plus intéressés dans ce secteur-là, je vous conseillerais peut-être d'aller écouter le MOC. Là. C'est comme une formation qui est donnée par M. Sébastien Sauvé, qui est un professeur de l'Université de Montréal. D'ailleurs, lui ci est dans les Sud, puis qui pousse davantage ces connaissances-là sur qu'est-ce que ça contient nos MRF là, au niveau de ces nouveaux contaminants émergents-là. Y a-t-il lieu de s'inquiéter beaucoup, beaucoup ou non? Donc, peut-être s'il y en a qui sont intéressés par des MOC,
Les MOOC, c'est gratuit. C'est des cours de plusieurs heures, puis ils parlent vraiment des contaminants émergents au Québec là, qu'on a. Donc, autant dans l'eau que l'aspect des engrais de ferme et même les pesticides, si ça les intéresse. Mais si ce que je comprends, c'est que ça veut dire que dans le guide que tu parlais au début, il n'y a pas encore les recommandations de Il y maximum et tout a, ça. il y a des trucs au niveau des pesticides, pas des pesticides, des plastiques, mais au niveau des OK. contaminants émergents, pas encore. Comme OK. que Organofleury qui ont parlé, là, ça, c'est pas encore dans le guide. Ça, je OK. ne m'en lancerai pas là-dedans, c'est vraiment le secteur d'activité du ministère de l'Environnement. Je m'occupe pas de Oui. ça. Merci. Alors, il y avait une autre petite question. Je ne sais pas si c'est un producteur ou quelqu'un d'autre, mais il demandait la quantité maximum de lisier à épandre par application pour éviter de saturer ou étouffer les micro-organismes. Là, on ne parle pas de Ça, compaction, mais plus au niveau de, mettons, il y c'est un aurait-il peu. une limite, là, une limite pour étouffer, mais je pense que c'est peut-être la compaction qui va être la limite avant la saturation. C'est Oui. difficile en disant ça parce qu'on a très peu de données générales autour. Tu sais, ça prend. Il faudrait quasiment s'asseoir avec lui puis regarder qu'est-ce qui est le cas chez lui, ses analyses, qu'est-ce qu'ils ont l'air de ses sols et ces choses-là. Donc, c'est très, très difficile OK. à dire comme ça. Vite de Je même. suis désolée. OK. Ben, Ouais. dans le fond, c'est la même chose que ce soit des MRF ou des Oui. lisiers là, pour la quantité maximum. Ben, moi, ce que je me demandais, c'est que tu as travaillé quand même pendant plusieurs années avec des producteurs pour épandre ça. Puis, est-ce que ça t'est arrivé de refuser, mettons, ben de refuser, de recommander de ne pas étendre des MRF sur une terre ou quoi que ce soit chez un producteur en particulier? Puis, premièrement, ça est arrivé souvent que tu as dû refuser, puis c'est arrêté pour quelle raison? Ça m'est déjà arrivé. Par exemple, moi, j'avais dans mon portefeuille de matières, là, j'avais des matières qui étaient chaudes. Mais je suis arrivée chez des producteurs des fois, puis leur analyse de sol était parfaite au niveau du pH. Puis il était quand même assez récente pour dire que d'un point de vue agronomique, on aurait peut-être été mieux d'attendre les prochaines analyses. Fait que ce monsieur-là, j'ai dit, ben, on va sauter une couple d'années, tout simplement. Donc, mais là, c'est vraiment un contexte agronomique. Puis là, c'est vraiment le jugement de l'agronome qui va regarder la matière qu'il apporte par rapport au fumier, là, dans le fond, qui est prévu. Sinon, dans d'autres contextes, des fois, ça m'est arrivé si je valorisais une matière qui était classée C2, je suivais, moi, les quantités de dépôt que j'apportais chez mon producteur. Donc, je vous ai comme parlé là, tantôt de la catégorie C2 qui avait des limitations de dosage et sur une durée à apporter chez les producteurs. Donc, ça m'est déjà arrivé de dire à des producteurs, ben regardez, je vais sauter une année pour éviter qu'on dépasse la norme. Puis ça, c'était vraiment dans le but de limiter là, les accumulations potentielles là, en lien avec les métaux. Donc, oui, ça m'est déjà arrivé. OK. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais il me semble que je n'ai pas entendu quelqu'un qui posait la question où qu'on pouvait trouver les mocs. Ah, c'est sur les sites de l'université. Donc, les sites de l'Université Laval, l'Université Montréal, il y en a plein de disponibles là, en ligne. Donc, c'est gratuit, fait que allez-y. C'est quand même très intéressant. Là. Puis des fois, c'est des sujets hyper pointus. Donc, OK. Parce que oui. Fait que peut-être une autre question. On demande à quelle fréquence il est habituellement recommandé d'apporter des MRF afin de maintenir la bonne santé des sols sans causer de l'accumulation. Chaque année ou 2 ans ou 5 ans? Ça doit être une question qui revient souvent par les producteurs. ben, c'est difficile à répondre parce que ça dépend du type de matière, puis ça dépend des sols, les cultures, qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est sûr que si on a une matière qui est C1, fertilisante, on peut l'apporter de façon régulière, puis ça dépend de l'analyse de sol, ça dépend de nos plans de fertilisation, qu'est-ce que nos sols sont. Fait que, c'est un équilibre entre tout. Mais là, si on se ramasse avec des matières, par exemple, qui sont chaud-lentes, là, on a l'aspect chaud-lent qui est à respecter. Si on a l'aspect métaux, là, il faut limiter nos dosages. Fait que, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que des fois, on est limité, mais si on a une matière qui est C1, fertilisante, qui n'a pas de limitation au niveau du pH ou on peut en mettre là, de façon là, assez régulière. Bien, merci beaucoup. D'ailleurs, il y a, juste pour vous mentionner, dans le chat, il y a quelqu'un qui a mis le lien justement vers, D'un je crois, mock. les MOOC, ou en tout cas, il a mis Ouais. un lien Je ne suis pour pas là pour aller faire la voir les. promotion des MOC, là, mais je sais qu'il y en a qui sont intéressants. Là, fait que restez alerte. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, dans le fond, c'est pas mal toutes les questions qu'il y avait par rapport au MRF. Il y a une dernière question qui est plus en lien avec l'agriculture biologique. Fait que je ne sais pas si
Si tu vas pouvoir y répondre, écoute, je vais te la On verra poser. bien, on verra bien. Alors, elle dit l'utilisation du soufre et du cuivre comme biofongicide en agriculture bio. Avez-vous déjà eu des cas d'augmentation de ces deux éléments à un niveau critique sur des fermes bio? Et connaissez-vous des références ou études qui délimiteraient la teneur Là, on s'en max va de loin, cuivre de là. soufre? Oui, c'est ça. Je sais que moi, je vais parler du cuivre, là, c'est une connaissance que j'ai, puis j'ai pas d'études à vous transmettre, là, mais le cuivre est beaucoup utilisé comme biofongicide, ça c'est vrai. Puis en Europe, dans le secteur de la vigne, là, les vignerons, ils en utilisent depuis des lunes de ce produit-là pour régir, dans le fond, le mildiou, entre autres. Ben, pas le mildiou, ça c'est chez nous, le mildiou, mais certaines maladies fongiques, excusez-moi. Et puis, ils ont remarqué de l'accumulation dans les sols dans certains endroits en Europe. Euh, donc, nous, on a quand même un enjeu dans ce secteur-là. On se questionne, tu sais, y a-t-il des enjeux et tout. Je ne pourrais pas vous parler de la situation au Québec. Malheureusement, je n'ai pas assez d'informations, là, mais ça existe, oui. En Europe, c'est connu. C'est une situation qui est connue.